Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire du journal de ce mercredi 15 mars, connaissez-vous le BIMBY, littéralement Build in My Backyard, ou construit dans mon jardin? Il s'agit de redensifier les centres-bourgs. Pour cela, les habitants sont invités à revendre une parcelle de terrain afin d'y permettre la reconstruction. Exemple à souligner sous ballon. Deuxième épisode de notre série de reportages consacrés aux alcooliques anonymes. Nos témoins nous ont ouvert les portes d'une de leurs réunions. Notre invité en plateau, le docteur Charles Boyer, est chef de service addictologie à l'EPSM de la Sarthe. Il répondra à toutes nos questions. Enfin, les quinconces l'Espal obtiennent le label Scène nationale. Nous verrons quels sont les changements que cela implique à l'horizon 2018. Avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans, une quinzaine de communes s'impliquent en ce moment même dans une démarche dite BIMBY. Abréviation de Build in My Backyard, ou construit dans mon jardin. L'objectif, c'est de favoriser une densification douce des centres-bourgs avec des maisons individuelles pour éviter l'étalement urbain. Voilà qui préserve les terres agricoles. C'est bon pour les finances communales et ça répond aussi aux besoins des habitants. Exemple à souligner sous ballon avec Montbiseau. C'est la première commune en Sarthe à se lancer dans cette démarche. Michael Texier. À l'entrée de Souligné-sous-Ballon, des hectares de terres agricoles destinés à la construction de lotissements. C'est en tout cas ce qui est prévu dans le plan local d'urbanisme pour faire face à la croissance de la population continue depuis les années 70. Sauf que le maire, lui, a bien envie de laisser ces terres en l'état. Si on fait construire sur ces terres en périphérie, là, qui sont actuellement vouées à l'agriculture, il faut refaire pour la commune des réseaux, il faut refaire de la voirie, c'est des investissements supplémentaires, et puis du coût de fonctionnement à terme. Donc l'objectif du PLU de demain, c'est de continuer d'accueillir des logements, mais le plus concentré sur la partie agglomérée du bourg, et puis de rendre ces terres à l'agriculture. Première solution, des lotissements en centre-ville, là où il y a de la place, mais avec des parcelles plus petites. C'est ce qui est en cours, juste à côté de la mairie. Les aménagements de réseau pour accueillir 18 lots viennent juste de se terminer. Mais le maire, David Cholet, a décidé d'aller plus loin et d'aller chercher les terres là où elles se trouvent, chez les particuliers. On a des propriétaires en cœur de bourg, effectivement, qui ont construit dans les années 70-80 sur des parcelles de 1500, 2000, 3000 m², des parcelles trop grandes aujourd'hui. Des parcelles que les propriétaires pourraient diviser pour faire construire. Pour les sensibiliser, la ville et le Pays du Mans ont organisé une réunion publique et des rendez-vous gratuits avec des architectes. De quoi répondre aux questions et aux besoins de personnes âgées qui souhaitent une maison plus adaptée ou de couples qui divorcent et ne veulent pas s'éloigner de leurs enfants. Bref, toutes les raisons peuvent être bonnes pour vendre une partie de son terrain. Rendez-vous chez Philippe, propriétaire d'une jolie maison sur une parcelle de 4000 m² dans le centre-bourg de Souligné-sous-Ballon. On a une certaine tranquillité par l'espace. Arrivé, on s'aperçoit que l'espace c'est quand même d'entretien et un temps à passer dessus. Donc c'est là qu'on commence à dire bon, on va peut-être diviser un peu le terrain, on pourrait avoir moins grand à entretenir. Et donc vous avez rencontré les architectes. Voilà, j'en ai profité de la démarche BIMBY là, pour savoir et aménager, voir comment par la suite on pouvait disposer et placer les maisons. Il devrait y en avoir 2 sur la parcelle de Philippe. La commune va dorénavant recenser tous les besoins de ses habitants afin d'élaborer son futur plan local d'urbanisme. Objectif fixé par le SCOT du Pays du Mans, faire construire 25 maisons économes en espace d'ici 2030. Deuxième épisode de notre série de reportages consacrés aux alcooliques anonymes. Ils ont connu la dépendance à l'alcool et la descente aux enfers. Aujourd'hui, membres des alcooliques anonymes, ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs réunions et de témoigner. Dans cet épisode, ils nous racontent comment ils ont trouvé la force de s'en sortir. Reportage. Fabienne, je suis alcoolique et je vais bien. Que de chemin parcouru avant de pouvoir prononcer ces mots en réunion. La plupart nous confieront qu'avant de remonter la pente, il leur aura fallu toucher le fond, marre d'en avoir marre, selon leur expression. Je me disais, de toute façon, c'est foutu pour toi, tu mourras d'alcool, c'est comme ça. Pendant les 20 années de vie, de pratique d'alcool, je n'ai jamais... je ne peux pas dire que j'ai fait quelque chose de ma vie. J'étais toujours d'abord dans un état qui ne me permettait pas de prendre la mesure des choses. Et deuxièmement, rétrospectivement, je n'ai rien fait d'intéressant. J'étais dans une espèce de médiocrité dans laquelle je ne me complaisais pas du tout, mais dans laquelle je pataugeais. Le déclic, il vient souvent des autres.
il faut parfois un électrochoc. Pour ce témoin, c'est la peur de voir sa compagne partir. Et un soir, quand je suis rentré, elle m'a dit voilà, je peux plus, je m'en vais et tout. Et elle est partie avec nos 3 enfants, quoi, chez mes parents. Et là, je me suis retrouvé tout seul, quoi. Alors, voilà. Est-ce que c'était ce signe-là aussi que, puisque de ce soir-là, j'ai appelé les médecins, j'ai posé le verre, je suis resté 8 jours hospitalisé, j'ai appelé les alcooliques anonymes. C'est tout un enchaînement. Je crois qu'aussi j'étais prêt, quoi. Pour cet autre, c'est une discussion avec un médecin qui pose un nom sur son mal. Une rencontre vécue comme une délivrance, la chance de sa vie, nous confiera-t-il. Ça ne changera rien, me dit-elle, tant que vous aurez pas réglé votre problème avec l'alcool. Et ça m'a fichu une sacrée claque. Et en même temps, je me disais, enfin quelqu'un qui me parle de mon affaire. Elle s'est aperçue. Merci. Enfin, et j'ai pas osé lui dire sur le coup. Par contre, elle a pris 3 quarts d'heure pour m'expliquer ce qu'était réellement la maladie alcoolique. Le chemin de la guérison est encore long, 12 étapes pour les alcooliques anonymes. Première d'entre elles, admettre son impuissance face à l'alcool. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Merci à tous. Et demain, nous verrons comment fonctionnent ces réunions. Je rappelle que 3 réunions par semaine ont lieu à 20h30 au Mans, le lundi et vendredi au bar sans alcool La Flambée et les jeudis au parvis de l'église Sainte-Thérèse. On continue, Diane, d'en parler avec notre invité. Oui, puisque le docteur Charles Boyer, chef de service addictologie à l'EPSM de Sarthe, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les personnes qui viennent à l'EPSM pour se faire soigner, ce sont des personnes qui viennent d'elles-mêmes faire la démarche? En tout cas, oui. Pour ce qui est de mon service, qui est un service d'addictologie spécifique, donc il y a cette étiquette addictologie, nous accueillons essentiellement des personnes qui viennent avec une demande particulière relative à leurs problèmes d'addiction. Alors, c'est essentiellement, il est vrai, des addictions alcooliques, mais ça peut être toutes sortes d'addictions, que ce soit des addictions à d'autres produits, quels qu'ils soient, ou des addictions comportementales. Oui. Le phénomène de l'addiction, finalement, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, c'est le même, c'est pour les mêmes raisons que ces personnes-là s'enchaînent à des produits, si je puis dire? Alors, le phénomène peut être comparable, finalement, dans sa structure. Il peut être comparable entre, que ce soit des addictions à l'alcool, au tabac, aux drogues illicites ou aux jeux d'argent, par exemple. Leur caractéristique commune, c'est qu'il y a une perte de contrôle répétée du produit, de l'usage d'un produit ou de l'usage d'un comportement, avec donc l'impossibilité d'arrêter ce comportement quand on le voudrait. Et ce sont toujours des comportements qui visent à obtenir du plaisir ou améliorer quelque chose qui ne va pas, soulager un malaise, améliorer quelque chose qui ne va pas. Et l'autre particularité, c'est que ces personnes qui souffrent d'addiction, eh bien, vont continuer leur comportement malgré la connaissance qu'ils ont des problèmes qui leur arrivent. Ce sont des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Pourquoi ça tombe sur eux finalement? Alors là, on a des tas de données toutefois qui ne nous permettent pas d'identifier un candidat type à l'addiction. Je dirais qu'il y a des tas de risques. On appelle ça des facteurs de vulnérabilité qui peuvent conduire à l'addiction. Ce sont des facteurs de vulnérabilité qui peuvent être d'un côté des facteurs liés à la personne elle-même, essentiellement à son histoire, et là on trouve énormément d'histoires de traumatiques, notamment de traumatismes de la petite enfance ou de carences affectives dans la petite enfance ou de traumatismes qui surviennent plus tard à l'âge adulte, à l'adolescence. Et puis il y a aussi des facteurs qui sont des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux, qui peuvent être par exemple l'incitation, c'est très souvent le cas d'ailleurs pour l'entrée dans des conduites d'usage de produits, c'est souvent l'environnement qui va favoriser cette entrée, ce qu'on appelle les pairs pour les jeunes, les copains, les amis qui vont favoriser au moins l'expérimentation. Et pour l'addiction, ça peut être aussi un facteur favorisant, notamment lorsqu'il y a une famille extrêmement fragile ou extrêmement déséquilibrée, ou elle-même qui est dans des problématiques d'addiction ou des problématiques sociales ou de santé mentale, ça peut être un facteur favorisant. Mais ce n'est pas systématique. Ça peut être aussi des familles qui n'ont aucun problème particulier sur le plan. Et les soins du coup qui sont prodigués dans les centres comme les vôtres, c'est quoi finalement? C'est des consultations psychologiques? Alors, il y a toutes sortes de soins. Alors nous avons une unité qui est construite sur le modèle de ce qu'on appelle du secteur psychiatrique, c'est-à-dire que nous disposons à la fois de possibilités de lits d'hospitalisation, nous avons 12 lits d'hospitalisation, nous disposons d'un hôpital de jour, aussi de possibilités d'accueil thérapeutique à temps partiel, d'ateliers thérapeutiques et de consultations qui peuvent être des consultations
psychologiques, infirmières, des consultations médicales, essentiellement psychiatriques, de la part de psychiatres addictologues, mais aussi de médecins addictologues. Et puis nous avons aussi des travailleurs sociaux, nous avons une assistante sociale et une éducatrice spécialisée. Il y a les médicaments aussi. Est-ce que ça fonctionne, ça ? Pour l'alcool, on est malheureusement bien démunis. Alors évidemment, nous avons des médicaments qui aident à faire ce que l'on appelle les sevrages d'alcool, c'est-à-dire un peu comme les patchs de tabacologie. Non, c'est très différent. Les sevrages d'alcool, c'est pouvoir supporter le manque d'alcool lorsque l'on fait une rupture d'alcool de plusieurs jours. Et c'est souvent l'indication des hospitalisations de faire une rupture d'alcool. C'est des produits qui permettent de supporter le manque. Mais ce ne sont pas des produits de substitution comme sont les patchs. Les patchs pour la nicotine sont des produits de substitution. C'est-à-dire qu'on va donner le même produit, la nicotine, pour remplacer la nicotine fumée qui, elle, est dangereuse. La nicotine qui est en patch n'est pas dangereuse. La nicotine fumée est dangereuse. Par contre, pour l'alcool, on n'a pas de substitut. L'alcool est toujours dangereux, de quelque manière qu'on le prenne. On n'a pas de substitut. Par contre, on a des médicaments qui peuvent, après les sevrages, ou quelquefois, indépendamment des sevrages, aider à réduire les envies de consommer d'alcool, ou même aider à réduire les consommations, les quantités consommées. Une dernière question pour finir. Le plus dur finalement à endiguer, c'est quoi ? C'est l'habitude de boire, le geste, ou c'est le besoin physique ? Les deux sont extrêmement difficiles. Alors peut-être dans ce qui est le plus douloureux, c'est le besoin. Dans ce qu'on appelle en anglais le craving, qu'on a du mal à traduire en français, qui est une sensation de besoin impérieux extrêmement douloureuse, notamment quand les patients sont décidés à être en rupture avec le produit, mais qu'ils éprouvent quand même ce besoin qui peut les amener à reconsommer. J'avais une dernière question, finalement, j'en ai encore une. À l'heure actuelle, les cures, comme ça se faisait il y a quelques années, ça se fait plus. Comment ça fonctionne maintenant, finalement ? Alors, je dirais la cure miraculeuse telle qu'on a pu l'imaginer à un certain moment, enfin qui n'a jamais été miraculeuse, tout le monde, ceux qui l'ont expérimenté le savent bien, mais étaient des cures qui étaient un peu déconnectées de la réalité de la vie des gens, c'est-à-dire qu'on faisait une cure et puis après on ne s'occupait plus des personnes. L'idée c'est un accompagnement de longue durée, essentiellement dans le cadre ambulatoire, que ce soit avec des consultations, avec d'une offre aussi qui peut être de l'hôpital de jour, aussi d'autres centres de soins. Il y a d'autres centres de soins que le nôtre, ce qu'on appelle des XAPA, des centres de soins ambulatoires, prévention en addictologie, qui sont des centres beaucoup plus peut-être dans la ville, installés dans la ville, déconnectés de l'hôpital, qui sont très intéressants aussi. L'ambulatoire est dominant, et les temps d'hospitalisation qu'on peut appeler des cures, mais qui ne sont pas des cures au sens de quelque chose qui guérirait définitivement, sont des temps très souvent nécessaires quand les gens vont très mal. Et pour l'alcool, quand ils veulent faire des ruptures avec le produit, en général, il faut passer par un temps d'hospitalisation de 1 à 4 semaines. Très bien. Un tiers seulement de personnes abandonneront en faisant des soins. Après des soins, oui, des études l'ont montré, après des soins même de longue durée, sur 1 an, on arrive à peu près dans tous les pays, on arrive à ces chiffres-là, à peu près un tiers de personnes qui arrivent à abandonner durablement l'alcool. Enfin, il y a quelque chose quand même qu'il faut ajouter. Il y a des offres, que ce soit dans mon service ou dans d'autres offres, il y en a dans le département, on a pas mal d'offres, mais on est quand même globalement, dans notre pays comme dans d'autres, on est globalement en déficit d'offres de soins pour les personnes alcooliques en particulier, au regard de ce qu'on peut dire les alcooliques anonymes, je pense au regard de ce qu'on appelle l'épidémiologie, la prévalence de cette maladie qui est énorme. Merci beaucoup, Dr Charles Boyer, d'être venu sur notre plateau. Nous retrouverons quant à nous notre série sur les alcooliques anonymes demain. En sport, le MSB s'apprête à accueillir une nouvelle recrue. Shannon Shorter, un Américain de 27 ans, va rejoindre les Manceaux. Cet arrière polyvalent et offensif arrive du TED College d'Ankara en Turquie, où il était meilleur marqueur du championnat. Si les Manceaux sont qualifiés en finale de la Coupe de France, ils sont classés 11e en championnat Pro A, insuffisant, puisqu'il faut être dans les 8 premiers. Le MSB affronte l'équipe de Pau Lac-Orthez ce dimanche. Une victoire est donc obligatoire pour espérer se qualifier pour les play-offs. Nous recevrons Alexandre Ménard, l'entraîneur du MSB, sur ce plateau dans le Face à la Rédac de ce jeudi. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est le Face à la Rédac. C'est juste après la météo. À tout de suite.